Delatte. Christophe Delatte. Cette histoire va vous faire entrer dans un monde dont sans doute vous n'avez pas les codes. Le monde très fermé des bikers, en l'occurrence des amateurs de Harley-Davidson. Dans la Drôme, entre 2003 et 2009, les bikers tombent comme des mouches. 4 cadavres sur le carreau. Ça sent le règlement de compte. Je débrieferai cette histoire avec un journaliste qui a suivi toute l'affaire, Stéphane Blaisy, chroniqueur judiciaire au Dauphiné Libéré. Boris Paczynski signe la réalisation de cette plongée dans le monde parfois sordide des bikers. Europe 1, Christophe Delatte. Août 2003, à Creux-de-Latine, dans la Drôme. 40 degrés à l'ombre. Une chaleur de queue. Mais putain, où est passé Lapi ? Enfin, ça fait 2 jours que personne ne l'a vu. Lapi, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Jean-François. Jean-François André. Mais tous ses potes bikers amateurs d'Harley-Davidson l'appellent Lapi. Comme l'oiseau. Cuit, cuit, cuit. Parce qu'il aime tout ce qui brille. Parce qu'il astique sa moto comme pas deux. Pas une trace de doigt. Pas une tache de boue. Et donc la dernière fois que ses amis l'ont vu, c'était il y a 2 jours, dans son bar de bikers, au bord de la Nationale 7, qu'il a arrosé le tournage d'un film auquel il venait de participer. Un film, disons, un peu particulier. Un film de boule. Un film porno, quoi. Ou plutôt d'ailleurs un film érotique dans une ambiance de bikers. Et voilà, le soir, il a fêté ça avec ses potes. Ils ont picolé sec. Avec cette chaleur, que voulez-vous, faut bien s'hydrater. Vers 22h, il est parti sur sa Harley-Davidson, sa Big Drum Machine, comme il l'appelle. Ce qui, entre nous, n'était pas très raisonnable, hein, vu qu'il était bourré comme un coin. Mais il n'allait pas très loin. Il habite à 2 kilomètres. Il n'est jamais arrivé chez lui. Sa femme l'a attendu. Ses amis ont refait le trajet dans un sens, dans l'autre, rien. Et maintenant, ça fait 2 jours. Et sa femme commence à être vraiment inquiète. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on aille voir les gendarmes. Elle a raison. 2 jours, c'est beaucoup. Mais avant d'aller à la gendarmerie, elle fait une dernière fois le tour de sa maison. Et à travers les maïs desséchés par la canicule, elle aperçoit un reflet au loin, comme le reflet d'un miroir. Alors elle sort, elle rentre dans le maïs. Bordel! Mais c'est la moto de Lapi, c'est sa Big Drum Machine. Elle est couchée sur le côté. Et lui, Lapi, il est dessus, mort. Elle hurle. D'autant que le corps n'est pas beau à voir, à cause de la chaleur, qu'il est couvert de mouches. Mais qui a osé faire ça à Lapi ? Lapi, bordel ! Lapi ! La nouvelle fait vite le tour de tous les bikers de quoi. Ils arrivent juste après les pompiers. Et quand ils en croisent un, ils lui demandent « Hé, dites-moi, il a été percé, Lapi ? Il a été percé, oui ou pas ?» Percé, autrement dit tué à coups de couteau. Tiens, voilà les gendarmes. On va savoir. Il a été exécuté, le gars. Regarde. A priori, on a une balle qui entre là, dans la joue. Et puis on en a une autre là. Regarde, dans le dos. On verra ce que va dire le légiste, mais d'expérience, moi je dirais qu'il a été abattu à bout portant. À quelques mètres du corps, on compte 9 douilles de calibre 9 mm. Le balisticien dira qu'elles ont été percutées par la même arme. Il n'y avait donc qu'un seul tireur.
Dès le début, les gendarmes ont un témoin. Le soir du meurtre, j'ai vu, il y avait une Volkswagen noire, une Golf, était garée sur le bord de la route. Et pas très loin de l'endroit où vous avez trouvé le cadavre. Si vous voulez, je peux vous indiquer l'endroit. Et sur place, on trouve des mégots de cigarettes. Et ça, c'est bien intéressant. Parce que sur un mégot, il y a de la salive. Et dans la salive, il y a de l'ADN. Les mégots philolabos. Et puis vient le moment où il faut enterrer Lapie, à Quinténa, en Ardèche, son village natal. Ses obsèques, je peux vous dire que les gens du coin ne sont pas prêts de les oublier. Ah ça non, ils voient débouler plus de 1000 bikers venus de toute la France. Vous imaginez le raffut, 1000 gros tubes pétaradants, et dessus des gars en blouson de cuir, avec des t-shirts à tête de mort. Ce sont des bikers qui portent le cercueil. Et ça veut dire que Lapie n'était pas n'importe qui. C'est lui qui a créé le MC La Drôme, le motoclub de la Drôme. Depuis, il en était le chef autoproclamé. Dans toutes les photos du club, il est là, au centre. Et il faut voir la dégaine. Pantalon treillis, blouson de cuir, cheveux longs, bandana sur le front. Et ne vous trompez pas, le MC Drôme, c'est pas un club de loisirs. On est plus près de la confrérie ou de la fraternité. Tous pour un pour tous, à la vie, à la mort. Et tout ça, mesdames et messieurs, sachez que les gendarmes ne le découvrent pas. Parce qu'ils les connaissent bien, les loulous du MC Drôme. Vous devez savoir, monsieur le procureur, que la plupart des membres de ce club ont un casier judiciaire qui est long comme le bras. Ils sont mêlés à tout un tas de trafic. Leur truc, c'est tout ce qui tombe du camion, comme on dit. Des télés ou des pièces détachées, qui un jour s'envolent de la remorque d'un 38 tonnes. On sait pas comment. Et qu'ils se chargent d'écouler discrètement. Quant au bar où il a passé sa dernière soirée, le RN7, eh ben c'était à lui, à Lapie. C'était la base arrière du MC Drôme. Et au passage, un magasin de pièces détachées de Harley. Un comptoir en formica, quelques tables, une odeur de bière, de cuir et de testostérone, avec tout de même une porte blindée, ce qui met assez vite les gendarmes sur la piste d'un règlement de compte. Bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, ces derniers temps, Lapie cherchait un protecteur. Faut savoir qu'il y a quelques années, il avait tenté d'intégrer les Hells Angels à Paris. Mais ça s'était mal passé. Alors du coup, récemment, il est allé voir leur ennemi absolu aux Hells Angels, les Outlaws, les hors-la-loi, à Manchester, en Angleterre. Et il y est allé avec 5 gars du MC Drôme. Et les gars avaient accepté de les intégrer. Désormais, ils ont le droit de porter les insignes des Outlaws. Une tête de mort, sur 2 pistons. Et c'était quand ça? Eh bien, c'est très récent. Hein. La rencontre avec les Outlaws de Manchester remonte à il y a 10 jours. Donc tu crois que c'est les Hells Angels qui sont venus dessouder un gars des Outlaws? Ah non. Je pense qu'il faut pas exagérer quand même. Hein. Au fond, de sa Drôme, Lapie faisait pas tant d'ombre que ça aux Hells Angels. Hein. En revanche, il y a une autre piste qui s'ouvre quand les gendarmes reçoivent un coup de fil anonyme. Vous devriez vous intéresser à Michel Dibaco. C'est lui qui a commandité le meurtre de Lapie. Parce que Lapie était venu le menacer avec une arme. Et celui qui a tiré sur Lapie, c'est son associé, l'associé de Dibaco. Il a des cheveux gris, je sais pas comment il s'appelle. Des cheveux gris et une queue de cheval. Il est pas dur à trouver, ce Dibaco. Lui aussi, c'est un motard. On l'appelle le Gros Michel. Il a un bar dans un village pas loin. Et il a trempé dans des trafics de drogue. Il a fait du business avec Lapie. Les gendarmes débarquent chez lui. Dites-moi, monsieur, quelles étaient vos relations avec Jean-François André? Lapie, je vais pas vous mentir, hein, elles étaient pas bonnes. Et pour quelle raison?
Et on s'est embrouillé il y a 4 ans. On n'était plus amis, quoi. Et depuis, je veux pas vous le cacher, on ne pouvait plus se voir en peinture. Et vous l'avez croisé récemment? Bah oui. Quelques jours avant qu'il soit tué. Où ça? Eh bien dans son bar, au creux de la Tine. On est rentré dans le bar avec un pote et on s'est installé pour déjeuner. Je vais pas vous mentir, c'était juste pour l'énerver. Ça n'a pas manqué. Quand il nous a vus, il est devenu fou. Moi je lui ai dit, oh Lapi, calme. Et puis voilà, ça s'est calmé. Et on a parlé. On a bu quelques bières. Et après il est parti. Que faisiez-vous, monsieur, le soir de sa disparition? Et attention, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Mais le soir où il a disparu, j'étais au restaurant avec mon beau-père. Il y a des témoins, des dizaines de témoins. On vérifie et c'est vrai. Donc c'est pas lui. Mais si vous vous souvenez bien, le coup de fil anonyme parlait d'un deuxième homme. Le tireur. Un type avec des cheveux gris et une queue de cheval. Celui-là non plus, il n'est pas dur à identifier. Son surnom, c'est la Couette. Et c'est un biker, bien sûr. Et lui, en plus, il collectionne les armes à feu. Nouvel espoir sous le képi. La Couette est coffrée, interrogée, et sa maison perquisitionnée. Mais il ne lâche rien. Et on ne retrouve pas chez lui le 9 mm qui a tué Lapi. Et donc il est relâché. Un peu à regret. Et ensuite, le temps passe. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il n'y a pas de nouveau suspect. Et 5 ans après le crime, le juge rend une ordonnance de non-lieu. Dossier classé. Mais il n'aura pas le temps de prendre la poussière. On de la raconte, la suite de votre récit. 5 ans après le meurtre de Lapi, le 29 juillet 2008, à 12h30, 2 hommes juchés sur une moto traversent le village d'Arras-sur-Rhône, dans l'Ardèche. La moto s'arrête devant un bar-restaurant. Le passager arrière descend. Il s'avance droit vers le bar. Et il tire 13 coups de feu sur un client qui est en train de boire son café. Et puis il reprend sa place à l'arrière de la moto qui démarre en trombe et disparaît dans la campagne. Et vous savez qui vient de mourir? C'est Di Marco, c'est le gros Michel. Et on peut légitimement penser que c'est la suite du meurtre de Lapi. Mais vous n'allez pas le croire. Tous les gendarmes qui ont mené l'enquête de 2003 ont été mutés. Tous. Il n'y en a pas un qui fait le rapprochement. Pas un. On ne fait donc pas de lien avec l'affaire Lapi. Et une fois de plus, c'est un coup de fil anonyme qui met les gendarmes sur une piste. Vous devriez vous intéresser à un accident de voiture. Il y a 3 mois, près d'Arras-sur-Rhône. C'était pas un accident. C'était un meurtre. Et savez-vous qui est mort dans cet accident qui n'en était pas un? La Couette, le meilleur ami du gros Michel. On déterre son cercueil et, effectivement, on trouve des plombs de carabine dans sa tête. C'était donc bien un meurtre. Les 2 suspects de l'affaire Lapi ont été exécutés 5 ans après. Et heureusement, les gendarmes viennent de faire le lien. Si tu veux mon avis, le gros Michel et la Couette, c'était les assassins de Lapi. Et 5 ans plus tard, un copain de Lapi a voulu le venger en les désinguant tous les 2. Voilà comment moi je vois les choses. Il ne reste plus qu'à trouver qui. Qui parmi les amis de feu Lapi aurait orchestré la vengeance? Et encore une fois, c'est un coup de fil anonyme qui met les gendarmes sur une piste. Dites, j'ai quelque chose à vous dire sur le meurtre de la Couette. Je sais qu'il a descendu. C'est un gars, il s'appelle Zanki. Honoré Zanki. Z-A-N-C-H-I. Les gendarmes passent le nom de cet Honoré Zanki au fichier et ça fait ding tout de suite.
nom de Dieu, ce Zanki a un joli pédigré. 17 condamnations pour vol et violence avec arme, plus un meurtre. En 92, il a dessoudé un homme au 9 mm, une vengeance. Quand Lapie a été tué, il était en prison. Mais il en est sorti pile poil 1 mois avant le meurtre de la Couette. Et quelques jours avant le meurtre du Gros Michel. Il s'était battu avec lui. C'est lui, c'est sûr. Il a dessoudé la Couette et le Gros Michel 5 ans après pour venger Lapie. Sauf qu'il faut des preuves. Avec ce genre de gonze, faut pas trop compter sur des aveux. Alors on le filoche, on le met sur écoute, et on attend qu'il fasse une faute. Et ça dure 1 an. Mais il n'en fait pas de faute. C'est dommage. De toute façon, ça bouge. Et les gendarmes ont vite autre chose à faire. En mars 2009, une femme se présente à la gendarmerie de Saint-Vallier. C'est juste au bord de la Nationale 7. Voilà. C'était pour vous signaler la disparition de mon frère. Marc. Marc comment ? Marc Nepotsit. J'ai retrouvé sa voiture sur un parking et lui, je ne sais pas où il est. Les gendarmes se rencardent donc sur le bonhomme. Tiens, c'est un biker lui aussi. Et c'était un homme de main de Feu le Gros Michel. Sa maîtresse raconte qu'il avait reçu des menaces de mort et que la veille du jour où il a disparu, il cherchait une arme. Moi, je crois que c'est encore une vengeance, ça. Les gars qui ont levé ce Nepotsit et qui l'ont probablement tué, il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire, continuent 6 ans plus tard de venger le meurtre de Lapie. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, ça nous ramène à Zanki, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Zanki. Ils n'ont pas réussi à le coincer pour le meurtre de la Couette et celui du Gros Michel. Mais cette fois-ci, ils veulent le faire tomber. Et les gendarmes sortent les gros moyens. Bon. On va poser un micro et une balise dans sa voiture. Il finira bien par nous lâcher quelque chose. On verra bien. Mais assez vite, on comprend qu'il se méfie. Il se comporte comme un animal traqué, toujours en mouvement. Dans la journée, il avale des kilomètres en voiture, des déplacements sans queue ni tête. Et la nuit, il dort dans sa voiture au fond des bois. Et quand il va voir sa maîtresse, il se gare loin de chez elle. Il rase les murs. Il marche à l'ombre. Casse-toi, tu pues, Zanki. Grâce au tracker qu'ils ont placé dans sa voiture, les gendarmes reconstituent les déplacements de Zanki le soir où Nepotsit a disparu. Bon, quand on étudie leur portable, on s'aperçoit qu'ils se sont croisés. C'est sûr. Et après, Zanki prend une route de montagne. Et il s'arrête là. Regarde. Près de la roche Péréandre. Moi, je pense que c'est là qu'il a planqué le cadavre d'un Nepotsit. Ils vont sur place, ils fouillent, mais ça ne donne rien. Jusqu'à ce qu'un jour, Zanki, qui a manifestement compris qu'il avait des gendarmes sur le dos, fasse un faux pas fatal. Depuis sa voiture, il appelle un certain Michel. Et grâce au micro planqué dans la bagnole, les gendarmes entendent tout. Allô ? Oui, c'est moi. Dis, il faut déplacer le corps du Marc. Ah ben voilà, ça y est, il est coincé. Il est localisé chez une amie à Annonay. Le lendemain matin à l'aube, 150 gendarmes encerclent la cité. Et c'est le GIGN qui enfonce la porte de l'appartement. Il le trouve dans son plumard. Et tout de suite, il le ramène à la roche Péréandre. Mais cette fois avec des chiens détecteurs de cadavres. Et eux, les chiens, trouvent le corps de Nepotsit sous 60 cm de terre, en slibard. Une balle lui a traversé la tête. En garde à vue, Zanki ne lâche rien. Un mur, avec un argument de poids. Oh, moi je suis un voyou. Et vous, vous êtes des gendarmes. On n'a rien à se dire.
Mais dans la soirée, il souffre un peu. Oh, je suis un voyou à l'ancienne, moi. Moi, j'ai une déontologie. Moi, j'ai un code d'honneur. Je vous balancerai rien. Parce que moi, je les connais, hein, celui qui les a tués. Mais je vous dirai rien. J'ai une déontologie. Elle est bien bonne, celle-là. Il y en a qui ont peur de rien. Quand les gendarmes lui parlent du gros Michel, il voit la haine dans ses yeux. La haine. Alors que quand il parle de Lapi... Lapi, c'était mon frère. Il était là quand j'étais dans la merde. Et malheureusement, quand il a eu besoin d'aide, eh ben moi j'étais en prison. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé sur sa tombe. Et j'ai vu une lumière. Ça brillait, par intermittence, comme un battement de cœur. Et cette lumière, vous voyez, elle disait, « Tu as été vengé, Lapi. Tu as été vengé. » Et ta sœur, elle bat le beurre. Bref, il est mis en examen et écroué. Et à la fin de l'instruction, il est renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme. Honoré Zanqui est jugé en 2012 pour les assassinats du gros Michel, de la Couette et de Népotse. La cour d'entrée, Zanqui donne la couleur. Je suis un vrai voyou, moi. Et vous voyez, un vrai voyou, ça parle pas. Donc vous allez refuser de parler pendant tout le procès. Il fait oui de la tête, et c'est tout. On évoque d'emblée son amitié avec Lapi. Zanqui l'a connu, ils avaient 17 ans, et il était maçon le jour et cambrioleur la nuit. Pas de gros coups, mais quand même. Il a pris 6 mois pour avoir tenté de dévaliser la caisse d'un cinéma. C'est à ce moment-là que Lapi l'a pris sous son aile. Il est devenu pour lui une sorte de grand frère. Et Zanqui a poursuivi sa carrière de cambrioleur. Il s'est spécialisé dans les magasins de sport. Il en a dévalisé une 30aine. Et quand il est sorti de prison, il est passé un cran au-dessus. Il a vengé un de ses amis, déjà, à coup de 9 mm. Et donc il est retourné en prison, 10 ans ferme. À 47 ans, au moment où il est jugé à Valence, il a passé la moitié de sa vie en tôle. Et il affiche 17 condamnations au compteur. Autant vous dire que la cour d'assises, il connaît déjà. Ça ne l'impressionne pas. Il a décidé de ne pas parler, il ne parlera pas. Parole de Zanqui. Un témoin surprise est appelé à la barre. Une camionneuse, une amie de la veuve Lapi. Elle se présente en débardeur pour qu'on voit bien ses tatouages sur ses bras. Elle a des choses à dire, et elle veut les dire. Toute la vérité, rien que la vérité, elle le jure. La baronne m'a raconté que Zanqui, il est venu dans son bar et il s'est vanté d'avoir vengé Lapi. Aïe! Coup dur pour la défense. L'avocat de Zanqui, maître Brett, abat l'une de ses seules cartes. 3 témoins ont attesté que le tueur de Gros Michel était svelte, frêle, et ne mesurait pas plus d'1,70 m. Regardez dans le box. On a une armoire à glace qui ne fait pas 1,70 m. Vous savez, on veut coller les 3 meurtres sur le dos de Zanqui simplement parce qu'il parlait sans cesse de Lapi. Mais cette histoire de vengeance, ça ne tient pas. Ce n'est qu'un alibi pour l'arrêter. Plaidoirie à Cévennes. Zanqui est reconnu coupable par la cour d'assises. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais droit dans ses bottes, il fait appel. Bah oui, il n'a rien à perdre dans un second procès. Et tout à gagner.
Le procès en appel a lieu à Grenoble en mars 2014. Au premier procès, il était resté muet comme une carpe, parce qu'il est têtu comme une mule. Et il avait pris perpète. Cette fois-ci, il a retrouvé sa langue. Il parle, mais uniquement pour dire qu'il est innocent. On lui fait écouter les enregistrements réalisés dans sa voiture. Sa compagne a reconnu sa voix. Mais pas lui. Mais c'est pas moi sur ces enregistrements, putain. Et pour convaincre, il a un argument imparable. Et moi, j'ai toujours assumé mes actes. Une fois, on accusait un copain à moi à tort. Eh ben, je me suis livré. Et ça, c'est vrai. Sauf que là, personne ne s'est accusé à sa place. Alors pourquoi avouer? À la fin, l'avocat général demande à nouveau perpète. L'avocat de Zanqui, maître Cormier, plaide lui le voyou d'honneur. S'il les avait tués, je pense qu'il le revendiquerait, parce que c'est son mode de pensée. Si vous avez un doute, vous devez l'acquitter. Mais la cour et les jurés n'ont pas de doute. Il est à nouveau jugé coupable et condamné à une peine légèrement inférieure. Il prend 30 ans, alors que la première fois, il avait pris perpète. C'est kiff-kiff bourricot, à un détail près. Condamné à 30 ans, il va bénéficier de remise de peine. Lentement, mais sûrement, 30 ans vont devenir 28, puis 27, puis 25. Et il pourra demander une libération conditionnelle à la moitié de cette peine qui diminue tous les ans. Alors qu'un perpète ne peut bénéficier d'une conditionnelle avant 15 ans. C'est pas rien. Il doit se dire qu'il a bien fait de faire appel. Sachez que depuis 2003, tous les ans, le 6 août, les bikers de toute la région se retrouvent à Annonay pour célébrer la mémoire de Lapie. En langage de motard, ça s'appelle un mémoré. La morale de cette histoire, c'est que les bikers ne sont pas que des amateurs de moto. Il y a toute une culture autour. Il y a des codes d'honneur qui sont assez éloignés du code pénal. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous raconte l'affaire Lapie, un règlement de compte dans le milieu des bikers de la Drôme au début des années 2000 qui a laissé 4 hommes sur le carreau. Et je débriefe cette histoire avec vous, Stéphane Blaisy. Vous étiez à l'époque chroniqueur judiciaire au Dauphiné Libéré et vous l'êtes toujours. Vous êtes aujourd'hui basé à Grenoble. On dit toujours libéré d'ailleurs, ou de moins en moins. On dit toujours libéré. Le Dauphiné est libéré. C'est le Dauphiné libéré depuis 1946. Vous étiez au courant, vous, de ces rassemblements d'hommage à Lapie qui se poursuivraient aujourd'hui? Oui, on en avait entendu parler un peu après les 2 procès de Honoré Zanqui. On a en effet entendu parler de ces mémories organisées dans la région par les amis de Lapie. Alors on va quand même commencer par lever un doute, parce que moi je sais plus trop bien comment situer les choses. C'est tous les bikers qui sont comme ça, ou ce quartet ou ce quintet représente une minorité de bikers? A priori, c'est plutôt une minorité. Tous les bikers sont pas comme ça. On a énormément de bikers qui sont totalement étrangers à la délinquance et à la vie de gens comme Zanqui et de ses proches ou de Lapie. On a d'ailleurs vu très récemment des bikers qui allaient chercher des enfants à l'école pour les protéger, vous savez, du phénomène de harcèlement scolaire. Oui. Très récemment, c'est arrivé. Les bikers se sont occupés d'escorter des enfants qui étaient harcelés à l'école. On est bien éloigné de l'histoire de Lapie. Oui, ça veut dire que pour que les choses soient bien claires quand même, tous les gars qu'on voit jucher sur une Harley Davidson sont pas des marlots, quoi. Évidemment.
évidemment. Il y en a beaucoup qui sont d'abord et exclusivement des amoureux de moto, de balades et de grands espaces, et de moto américaines. Parce que c'est ça la première chose et le premier élément de la vie des bikers, c'est la moto. C'est la moto américaine, la Harley, quoi. Donc c'est le motoclub de la Drôme, dirigé par Lapie, qui était sur la mauvaise voie. En tout cas, celui-là était sur la mauvaise voie, oui, apparemment. Est-ce que c'était tout le club? Ça, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce club-là, il avait un peu des personnages un peu interlopes, quoi, qui avaient des vies pas tout à fait respectueuses du code pénal. Ouais. Et qui était suivis par la gendarmerie, a priori, avant. A priori, oui. Alors, on avait parlé, mais après, il y a beaucoup de rumeurs dans ce genre d'affaires et dans cette affaire-là. Mais oui, le club était un petit peu sous l'œil des gendarmes à l'époque. Compte tenu du profil de ceux qui le composaient, quoi. Du profil de ceux qui le composaient, et notamment du profil de Lapie, parce que c'était un gars qui avait un casier, qui avait des proches, qui avaient des casiers, donc je pense que ces gens-là étaient connus de la justice, et puis également un peu sous l'œil vigilant des gendarmes. Alors on parle beaucoup de code d'honneur dans cette affaire. Moi je note quand même que l'avancée de l'enquête est éclairée par 3 coups de fil anonymes. C'est pas un code d'honneur, ça. Pas trop. On n'est pas dans le code d'honneur sur les coups de fil anonymes, pas du tout. En fait, celui qui incarne le code d'honneur dans cette affaire, c'est Zanqui. C'est lui qui se comporte comme un voyou, qu'il assume d'ailleurs d'être. Il dit en garde à vue aux gendarmes, faites votre boulot, moi je parle pas. Oui. Et puis lors de son premier procès, il ne parle pas. Alors après, pour son procès en appel, a-t-il été convaincu par son avocat de s'exprimer pour essayer d'améliorer un peu sa situation pénale, ce que d'ailleurs il est parvenu à faire, voilà, exactement. Mais le code d'honneur, c'est Zanqui qui l'incarne dans cette histoire. C'est-à-dire que cet homme ne balance pas, il ne parle pas à la police. Et il a fait tout ça par affection pour son protecteur. A priori, la motivation est là, essentielle. Il a voulu respecter la mémoire de son ami et protecteur en abattant ceux qu'il pensait être les auteurs du meurtre de Lapie. Le meurtre de Lapie, vous le définiriez comment, Lapie? Parce que bon, on a dans l'idée que c'est plutôt un brave type puisque c'est la victime, mais il est quand même allé à Manchester, juste avant son assassinat, pour obtenir l'adoubement des outlaws, qui sont pas des rigolos. Donc c'est un gentil ou c'est un méchant, Lapie? Alors, j'ai envie de vous dire un peu des deux. Un peu des deux parce qu'il a une vie familiale, tout ce qu'il y a de plus banal. Marié, père de famille, il a sa petite maison dans la Drôme, au milieu des champs. Et puis, il a sa vie de biker, et en effet, adoubé par les outlaws, qui sont en effet pas détendres. Alors, d'ailleurs, les spécialistes des bikers le savent, les Hells Angels et les Outlaws, tous ces groupes de motards ne passent pas pour être détendres. Ouais. Quelle est leur méchanceté réelle, si on veut utiliser ce terme? On l'ignore. En tout cas, ce ne sont pas détendres. Les motards qui font partie de ces groupes-là sont plutôt des durs, oui. De ces groupes, je dirais, officiels de bikers. Et pas que des durs, enfin si. Il vient de tourner dans un film porno, quand même, au moment où il est assassiné. C'est étonnant, ça. Oui, c'est étonnant, mais en fait, je crois que c'est quelque chose qui se faisait dans le club. De tourner ces films. Alors, je ne sais pas si c'était fréquent ou pas, mais ça correspond un peu à l'ambiance qui devait régner là-bas. Après, je voudrais pas faire des conjectures sur ce qui se faisait ou pas dans ce club, mais c'est vrai qu'il y avait une part d'ombre dans ce club. Voilà, ça, on peut pas le nier. Alors, le mobile du meurtre de Lapie, c'est quoi? C'est de se débarrasser du chef pour devenir chef à sa place. C'est ce que font le Gros Michel, la Couette et Nepotzi. On pense que c'est ça, oui. Que c'est
le chef qui devient gênant et dont on veut, enfin, ils veulent être calife à la place du calife, quoi. C'est un peu ça le mobile de ce crime. C'est a priori une entente, parce que ce sont des gens qui se connaissent bien et ils sont d'ailleurs amis. Dibako, Lapi sont des gens qui se parlent avant de se fâcher. Et puis ils se fâchent. On ne connaît pas les réelles causes de ces fâcheries. En tout cas, elles vont amener à un drame, parce que et à des drames d'ailleurs. Je pense que c'est un peu le chef qui devient gênant, ouais. On n'a pas de vérité judiciaire sur l'affaire Lapi. C'est-à-dire que le juge a considéré que puisque les 3 auteurs potentiels du meurtre étaient morts, ça méritait pas de relancer une information. Dans l'esprit du juge, c'est forcément ça. Parce qu'en effet, l'affaire de Lapi, elle n'est pas résolue officiellement. Judiciairement, elle ne l'est pas, puisque le dossier a été fermé en 2008, en mai 2000, au printemps 2008, je crois. Il est resté fermé, ce dossier. Officieusement, c'est Honoré Zanqui qui le rouvre, le dossier. Oui. Et qui règle le problème à sa façon, en tuant les hommes qu'il pense être les assassins de son ami. Mais dans l'esprit de la justice. Mais le sont-ils et sont-ils les seuls? C'est surtout ça qui est intéressant. On ne sait pas. On ne sait pas s'ils le sont. En tout cas, les gendarmes qui avaient enquêté sur le meurtre de Lapi s'étaient intéressés à Michel Dibako, notamment, mais ils n'étaient pas parvenus du tout à le mettre en cause dans cette affaire. Et dans le meurtre de Lapi. Le meurtre de Lapi reste non résolu. Il n'a pas de vérité judiciaire. Et il n'y a pas de vérité judiciaire, et il n'y en aura sans doute jamais. À votre connaissance, il y a quelqu'un qui travaille là-dessus encore? Non. Non, je pense pas qu'il fasse partie des dossiers qu'on appelle cold case dans l'esprit de la justice aujourd'hui. C'est pas du tout le cas. D'abord, le problème a été réglé par Zanqui au suivant, quoi. A priori. Et puis, il y a aussi le fait que les règlements de compte, je crois que ça intéresse pas trop les pôles cold case. Eh oui. Que ce soit, voilà. Ouais. Ça se comprend un peu. C'est-à-dire que c'est interne au milieu d'une certaine manière. Exactement, et je crois que le pôle cold case de Nanterre, a priori, ne retient pas ce style de dossier, et il retient des dossiers de crimes de sang qui ne concernent pas, a priori, de règlement de compte. Je ne voudrais pas faire une erreur, mais je crois que ce style de dossier n'est pas retenu. Je confirme, enfin d'après ce que j'en sais aussi. Donc, Zanqui attend 5 ans pour venger son copain Lapi parce qu'il est en prison. Ça, c'est quand même un truc. Ça vient corroborer l'idée du code d'honneur, parce que le gars sort de prison avec l'idée obsessionnelle d'aller dézinguer les types qui ont tué son copain. Mais il faut avoir une idée obsessionnelle pour tuer 3 hommes, comme il l'a fait, après être sorti de prison. C'est qu'il a dû ruminer sa vengeance pendant plusieurs années. Forcément. Puisqu'il est quand même parvenu à tirer sur 3 hommes. Seul. Il faut quand même... A priori, seul. Seul. A priori, en tout cas, judiciairement, seul. Oui. Donc c'est un gars, il sort de prison, il va tout seul dézinguer 3 hommes, les uns après les autres, juste pour une question d'honneur. C'est ça. Il y a des codes quand même. C'est ça, mais vous savez... Il y a une culture, là. Oui, il y a une culture, et je pense que c'est une culture qui est celle de Zanqui profondément. Psychologiquement, il fonctionne comme ça. C'est un homme d'honneur, voilà, à l'ancienne. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. C'est voyou à l'ancienne, quoi. Il a son code d'honneur, on tue son ami, il pense savoir qui sont les meurtriers, il les tue. Il attend. C'est comme ça que ça se passe. Il prend son mal en patience et il le fait dès sa sortie de prison. Un petit détail pour terminer, il se fait avoir par un micro qui est caché dans la voiture par les gendarmes. J'avais jamais vu ça. Ça, c'est une méthode que les gendarmes utilisent, la sonorisation de véhicules. Ils l'utilisent notamment beaucoup dans des affaires de stupéfiants. Oui. De trafic de stupes, on sonorise les voitures. Les gendarmes l'utilisent, et la police judiciaire aussi. Il s'est fait avoir, Zanqui, par un micro caché dans sa voiture. Je pense que lui ne pouvait pas imaginer que des enquêteurs feraient ça, parce qu'il était méfiant à l'époque quand même. Mais moi, je l'imaginerais pas. C'est-à-dire, je me méfierais pas. Jamais on peut envisager qu'on a un micro dans sa bagnole. Enfin, non. C'est difficile. Non, on écoute téléphonique, oui.
Oui, mais la sonorisation de lieux ou de véhicules, ça se fait, oui. C'est pas hyper fréquent, mais ça se fait. Merci Stéphane Blaisy. C'est agréable Merci à vous. de parler à un confrère journaliste au Dauphiné libéré. Donc. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.